L'objet de cette vidéo va être le sujet vaste et palpitant de ce qu'on pourrait appeler la permaculture intégrale. Permaculture intégrale, c'est la jonction de deux idées ou deux grands champs d'exploration qui sont assez mal connus en France pour que des confusions assez élémentaires continuent à dominer, notamment pour la permaculture, qui est largement confondue avec une méthode de jardinage, ce qu'elle n'est pas du tout initialement. C'est une approche synthétique de design dont l'une des applications est le jardinage. Dans le jardinage, la permaculture articule ensemble toutes les méthodes existantes pour servir des types de finalités. Les pratiques associées à la permaculture en général, comme les buttes, les spirales aromatiques, prédatent la discipline elle-même de plusieurs milliers d'années. On a cultivé sur des buttes il y a des temps immémoriaux, comme on a cultivé dans des creux ou sur des plats. De manière générale, la permaculture en France a été introduite et simplifiée. Mais simplifiée, elle a été aussi vidée d'une bonne partie de son potentiel philosophique ou politique. Politique dans un sens très large, évidemment. Pour ce qui est d'intégral, la théorie intégrale de Ken Wilber, qui est la partie immergée des approches intégrales, la plus connue actuellement, est suffisamment peu connue dans le monde francophone pour qu'il n'y ait pratiquement pas d'idée généralement sur ce à quoi ça peut faire référence. Sachant que la théorie intégrale est juste une approche d'une direction beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, qu'on pourrait appeler les approches intégrales. Pour aborder un sujet aussi flou que ça, on va devoir commencer évidemment par lui donner une forme, et donc on va le définir. Le définir, ça va être employer des contenants de forme plus ou moins prédéterminée par nos langages pour les lancer dans l'océan infini et en tirer des parties de l'océan qui semblent ressembler à nos contenants. Donc, définir en latin, c'est poser les limites, les petites bornes qui marquent une frontière. C'est le même concept qu'on retrouve en permaculture dans toutes les approches de bordure, de lisière, de membrane, de frontières, etc., etc. Et tous les concepts qu'on peut retrouver dans le monde pratique, l'espacement entre deux bornes, la porosité ou la densité d'une frontière vont se retrouver dans les définitions. Donc dès le début, quand on commence à aborder une définition, il est assez essentiel, si on veut tendre vers des approches intégrales, de concevoir que toute définition que je pourrais donner n'est que le résultat de l'emploi d'un type de contenant pour saisir quelque chose qui est infini et qui peut être saisi par des contenants de formes très différentes et donner des apparences très différentes. Donc, allons définir l'indéfinissable. Commençons par permaculture. Il y a des milliers de manières de définir les choses. On peut les définir à partir de ce qu'on en voit et qu'on qualifie comme tel ou que collectivement on qualifie de tel. Donc là, vous pourriez aller voir tous les projets appelés permaculture, lire tous les livres étiquetés permaculture. Le problème est que dans le monde francophone, vu qu'une bonne partie des livres sont loin des sources, et traite de ce tout petit champ d'application qu'est le jardinage, vous aurez éventuellement une idée qui n'est pas du tout plus
plus réelle ou plus précise que si vous aviez uniquement lu des choses. Les jardins en permaculture, généralement, sont des jardins avec un petit peu de chance, un petit peu d'inclusion d'une approche esthétique, peut-être des visées sociales ou des choses apparentées, qui seraient déjà une tendance vers des approches plus profondes de ce qu'est la permaculture, au-delà du simple jardinage. Autrement, si c'est juste sur les méthodes employées, là, il y a réellement la classification est impropre. C'est pas parce qu'un jardin a des buts que c'est un jardin en permaculture, ou pas parce qu'on y emploie du compost ou une couverture permanente du sol. Ça, c'est des techniques qui ont été employées dans d'innombrables systèmes d'agriculture ou de culture fruitière ou de culture de plantes comestibles en général. Donc, qu'est-ce que la permaculture peut avoir comme signification plus profonde? Si on essaie de remonter vers les sources les plus larges, on partira éventuellement. Une des pistes peut être le mot qui est employé. Donc le contenant qu'on emploie pour aller saisir l'infini de l'océan. Le mot permaculture, tout ce qui peut être mis dans ce mot peut peut-être donner des idées un peu plus précises de ce vers quoi le concept, l'idée ou le mouvement ensuite peut tendre. Donc si on considère le mot, on peut regarder ses emplois modernes. Là, c'est un néologisme. Donc le mot va avoir des emplois généralement uniquement spécifiques. Et on peut regarder son étymologie, où là, c'est deux constituants. Donc, permanente, agriculture. En anglais, initialement, c'est la reprise du titre d'un livre, Permanent Agriculture, qui parlait majoritairement du remplacement de cultures de céréales annuelles, donc majoritairement de céréales, de poissons et d'annuelles dans l'agriculture moderne, et du rééquilibrage de l'apport alimentaire en tendant vers des plantes pérennes et notamment des arbres. Ça, c'est l'origine première, Permanent Agriculture. Si on zoome encore sur Permanent et Agriculture, on arrive à l'origine latine des mots, à l'origine étymologique, ici l'origine latine. Permanence, ça vient de per et maneo manere en latin, qui signifierait garder, demeurer, maintenir. Donc le per serait à travers. Donc on aura une idée de maintenir quelque chose à travers. Généralement, le à travers est perçu comme à travers le temps. Mais en élargissant l'idée au maximum, on pourrait très bien avoir maintenir quelque chose ou garder quelque chose ou conserver quelque chose à travers des catastrophes, à travers des perturbations, à travers l'espace, à travers différents climats, différentes sociétés, etc. L'idée peut être élargie au maximum. Donc tout ce que pourrait inclure la notion de permanence. Quand on zoome sur l'usage plus récent, permanent évoque par les synonymes qu'on lui donnerait dans l'usage habituel. Permanent évoquerait pratiquement l'idée de constant, d'éternel, de durable à très longue échéance. Quelque chose avec cette espèce d'idée de justement quelque chose qui est conservé de telle manière qu'il ne disparaisse pas ou éventuellement qu'il ne change pas. Là, tout de suite, on arrive à une petite contradiction, dans le sens que le monde tel qu'il est perçu, tel qu'il est vécu depuis toujours et tel qu'il est perçu notamment depuis
que les paradigmes évolutionnaires ont commencé à dominer la conscience collective à partir du 19e, même si il préexistait cela d'assez longtemps. La notion de permanence de quelque chose qui demeure peut évoquer elle-même deux champs très différents. Il y a la notion de la permanence de la pierre, qui est une stratégie de demeurer presque inchangée par structure, par liaison, par densité. La pierre subit à l'échelle relative des vies humaines peu de changements. L'autre forme de permanence serait la stratégie de l'eau. Et là, vous avez quelque chose de totalement opposé, où c'est la relativement faible densité, les liens très mobiles qui peuvent se refaire dans les clusters d'eau permettent à l'eau de subir des attaques ou de subir des stress, des perturbations, et de les envelopper complètement, de les intégrer, à terme de les dissoudre, de les avaler, ou de manifester une résilience, une capacité élastique de retour. Quand la perturbation est enlevée, la forme reprend sa forme initiale. Donc, les approches de permanence dans le concept de permaculture évoquent souvent des petites dissonances, en cela que si la permaculture est liée à la culture, donc on va définir culture par la suite, mais que la culture est elle-même associée, soit par contraste, soit par intégration, à la nature, ce qui est en train de naître, tout le processus d'émergence, de changement, d'existence. Toute cette notion de statique portée par nos idées ou nos associations d'idées de ce que peut signifier permanence semble incompatible avec le phénomène même de nature, avec les approches évolutionnaires, avec la vie telle qu'on la ressent d'autant plus dans nos périodes modernes, la vie culturelle ou la vie sociétale, qui implique du coup la vie technologique, est en changement permanent tellement rapide qu'il est extrêmement difficile de les suivre. La notion qu'il puisse y avoir une permanence dans un sens statique ou quelque part fixiste est relativement incohérente. Donc si la permanence peut prendre ces deux formes, on peut les considérer comme deux formes opposées. La conservation stricte, le changement constant, la stratégie de l'eau. Sachant que la stratégie de l'eau serait déjà un intermédiaire, on pourrait imaginer la stratégie de l'air comme étant le changement absolu. Le changement tellement absolu qu'il n'y a pas de forme fixe, il n'y a pas de liaison rigide qui va tenir les choses ensemble et leur donner une forme. L'eau prend des formes, elle est un intermédiaire dans le continuum entre la rigidité du solide et l'indétermination du gazeux. Si on considère ces trois aspects possibles, la culture, que ce soit la culture d'aliments, la culture sociétale, etc., peut elle-même avoir des tendances à chercher à conserver des choses, conserver des structures, conserver un langage, conserver des règles d'être ensemble, peut avoir toute une tendance à changer, à s'adapter, à fluer dans les cadres de contraintes ou les pressions qui lui sont exercées. Et peut aussi, si on ajoute le troisième aspect,
avoir un fond qui serait une espèce de fond d'indétermination et de liberté profonde. Donc, l'idée de permanence en tant que notamment éternité, durée infinie, éternité et impossibilité à changer, conservation totale de tous les éléments, est incompatible de manière générale avec l'approche de permaculture. L'idée opposée, c'est-à-dire une indétermination complète, une liberté absolue, l'absence totale de cadre de contrainte, l'absence totale de liaison, est elle aussi incompatible. Aucun des deux extrêmes ne réussit à se manifester dans le monde matériel, dans le monde vécu, par lui-même, notamment parce qu'ils se définissent les uns les autres dans des rapports d'opposition complémentaire, type yin-yang. Passons de permanence à culture. Culture, l'origine latine, c'est le verbe colocolere, et qui donne cultum, donc ça donne toute cette racine de culte qu'on retrouve dans tous les mots liés à culture, dans des termes comme le culte aussi. Donc là, si vous regardez le spectre des sens en latin de ce mot-là, ça va de vénérer quelque chose à cultiver la terre, à mettre en valeur ou développer un élément en investissant du temps et de l'effort. On parle dans le langage commun de culture physique pour parler des types d'activités qui vont avoir un bénéfice de développement sur le corps. On parle généralement de culture avec un grand C comme étant l'espèce de culture artistique ou esthétique ou artistique dans le grand sens qui inclut les aspects littéraires et autres. On parle d'une culture scientifique ou d'une culture dans certains domaines qui implique un degré de développement des connaissances ou des compétences, souvent des connaissances d'ailleurs, dans un type de domaine. On parle de personnes incultes dans telle ou telle dimension pour quelqu'un qui, au contraire, n'a aucune notion sur quelque chose. Donc là, le terme culture, si on zoome ensuite dans ses usages plus spécifiques, vous avez des cultures de bactéries, vous avez toutes les formes de culture, sylviculture, pisciculture, etc., qui là sont toutes des supervisions humaines de la reproduction, de la multiplication d'organismes, et ensuite à la fois de leur sélection, de leur orientation vers certaines spécificités. Donc, tout ce qu'on va retrouver dans les formes de culture, les croisements, les orientations variétales, en gros la sélection variétale ou l'hybridation choisie pour faire sortir tel ou tel trait, ou ensuite, après la genèse d'une variété, d'une espèce ou de quelque chose, la mise en contrainte dans le milieu pour manifester certains aspects de forme ou de densité. Vous pouvez planter très denses des arbres pour les faire pousser à la verticale très droit. Vous pouvez les comprimer pour augmenter la densité du bois, ce qui est fait par exemple au Japon pour faire des sabres d'entraînement en bois, ou ce qui a été employé pour faire certaines pièces certaines charpentes de certains navires, etc., etc. Donc, toutes ces différentes approches sont toutes englobées dans le vaste mot de culture,
Si on regarde l'usage spécifique dans les domaines comme l'anthropologie ou la sociologie, là, la culture regroupe tout un ensemble encore plus large de contenus et de pratiques. Vous avez toute une grande variété de modèles. Vous auriez tous les modèles par cercle je ne vais plus me rappeler des auteurs immédiatement, mais tous les modèles qui vont partir des postulats ou des narrations de la culture ou des structures logiques internes, parfois des structures linguistiques au centre. Ensuite, ces structures linguistiques ou ces structures de pensée vont déterminer un champ de valeurs ou un champ de postulats autour qui lui-même va déterminer des formes d'institutions, des manières de penser, etc., etc., des rituels, des pratiques. Suivant les domaines, vous trouverez des héros, etc. Les formes de développement les plus élaborées sur le domaine de la culture pourraient être trouvées dans des choses comme les recherches de John Young sur les cultures régénératives. Donc le postulat de John Young est différent, partant d'une double approche anthropologique naturaliste. Sa recherche, lui, n'a pas été d'essayer de définir théoriquement ce qu'est la culture, mais de se poser la question qu'est-ce que la culture fait ? Qu'est-ce qu'on voit dans des tribus où une culture est encore forte ? Et sa définition de la culture a été que ce que la culture fait à l'échelle à laquelle il l'observait, la culture dans cette approche-là fonctionnelle est ce qui maintient la connexion à soi, aux autres, aux lieux, aux ancêtres, aux autres êtres, aux activités, aux outils, etc., etc. Donc la culture dans cette approche-là, c'est ce qui maintient la connexion. Là, ça apporte immédiatement l'échelle suivante d'interrogation, c'est qu'est-ce que c'est que la connexion ? Et là, on pourrait faire toute l'élaboration, mais ça prendrait assez longtemps. Je vais passer directement à mon approche personnelle dans une des définitions possibles de culture. La culture, c'est une toile de connexion basée sur le champ attentionnel, ce à quoi un individu ou un collectif porte soit de manière constante, soit de manière récurrente son attention, ce sur quoi il porte son attention, ce à quoi il prête attention, ou également ce à quoi il se relie, ce à quoi il va étendre sa définition de soi. C'est ça qui va constituer la culture. Sachant que ça va inclure à la fois donc la culture serait une forme de pattern de connexion. Vous imaginez une toile d'araignée, votre attention, ou à plus grande échelle, votre conscience, dans un petit sens du mot conscience. Vous prenez conscience d'un certain nombre d'éléments et vous y attachez votre attention. Une fois que vous avez établi ce lien, vous avez une circulation possible d'informations. Vous pouvez percevoir ce dont vous avez pris conscience et à quoi vous prêtez attention. Si vous n'avez pas conscience que quelque chose existe, de manière globale, vous ne le percevez pas. Vous pouvez percevoir les effets secondaires des actions, mais la chose elle-même n'a pas d'existence. Donc, dans cette approche-là, si on élargit la culture et ce à quoi on attache son champ attentionnel de manière récurrente,
Ça peut inclure aussi ceux dont on se détache de manière préférentielle. Donc il peut y avoir des éléments du monde dont on prend l'habitude de se détacher, on prend l'habitude individuelle ou collective de ne pas porter la conscience dessus, de ne pas prêter attention, de ne pas les observer, les écouter. Et du coup, vous auriez une espèce de matrice de cristallisation de liens qui va favoriser certains liens et de là favoriser la création d'espaces communs, de nœuds qui unissent deux choses. Une fois que l'espace commun est créé par les communs existants, on peut créer des communications. Ces communications permettent ensuite de créer des espaces sociaux de partage qu'on appellerait des communautés. Sur l'établissement de ces communautés, on peut créer des sociétés, des alliances ou des amitiés, des associations. Donc pour revenir à culture, ce à quoi on prête, je parlais pour l'instant du champ attentionnel, ça ce serait un aspect qui serait lié au niveau soit spirituel dans les approches de qu'est-ce qui est le plus important, quelle est la définition de soi, etc. À des niveaux plus bas, c'est tout ce qu'on va associer au mental, toutes les strates de construction sur l'information. Manifestement, la connexion existe au niveau physique, par le toucher, les types de toucher, les qualités de toucher, etc. Mais il existe des connexions au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau socio, au niveau technique, etc., psychique, tout ce que vous pouvez imaginer comme autre strate. Mais cette idée première que la connexion est soit dans la définition que je lui donne une toile vivante, et cette toile vivante qui va définir ce qui est présent à la conscience pour nous, et ce qui va définir quasiment la nature de notre monde habituel, elle va définir aussi ce dans quoi on investit notre énergie. Donc la relation est réciproque, une des définitions possibles de culture, dans un sens anthropologique assez simple, c'est un type de relation d'une communauté à un environnement. Et ce type de relation détermine ce que les êtres vont pouvoir manger, comment ils vont pouvoir habiter, globalement survivre. Et l'ensemble des activités qui permettent la survie dans un certain milieu ou dans un certain contexte, dans certaines circonstances, l'ensemble de ce qui peut être transmis aux générations suivantes ou à d'autres êtres qui entreraient dans la société, c'est ça qu'on définirait comme la culture. Donc si on prend ensemble les deux aspects, alors culture, il va y avoir le jeu des analogies pratiques, donc des relations entre deux domaines, mais qui ne sont pas que de l'ordre du mental, mais de l'ordre de ce qu'on y fait pratiquement quand on les applique, va ramener plusieurs idées. La culture, quand vous parlez du jardinage ou de l'agriculture, ça va déterminer plusieurs types d'actions. Les actions de sélectionner par exemple les graines, on sélectionne ce qu'on va planter, ce qu'on va semer. Ensuite, une manière de préparer le terrain, ou de sélectionner le terrain, ou de sélectionner les graines en fonction du terrain. Donc soit on a choisi ce qu'on veut porter au monde, ce qu'on veut multiplier, ce qu'on veut faire croître ou favoriser. On prend n'importe quel espace
on rase l'espace tel qu'il est et on le façonne ensuite de telle sorte qu'il soit apte à accueillir ce qu'on veut porter au monde. C'est le premier choix. Soit on considère le choix complètement opposé. On regarde quelles sont les conditions existantes du sol, du climat, des milieux, des interactions, et on regarde ce qu'on peut introduire dans les petites poches de vide, de postes de perturbation qui peuvent exister dans ces milieux-là, ou dans les petits espaces vides d'une communauté. Soit on fait un intermédiaire entre les deux. Donc, soit on altère on sélectionne un petit peu et on altère un petit peu. À partir de cette approche-là, vous avez plusieurs tâches comme désherber, fertiliser, etc. Donc, fertiliser serait en amont dans l'altération du milieu, l'altération du sol, pour favoriser certaines choses dans ce qu'on a choisi de porter au monde ou de favoriser dans le monde. Si on prend ça de manière analogique, quand vous faites de la culture physique, vous choisissez des types de champs de compétences ou des types si on zoome, des types de groupes musculaires par exemple, dans lesquels vous allez investir du temps et des efforts et de l'énergie et des ressources pour les augmenter. Quand on parle de les augmenter, on peut les augmenter en taille, on peut les augmenter soit en quantité, soit en qualité, soit en pertinence, ou en relation réciproque entre eux. Donc il y a tout un champ qu'on peut retrouver et retranscrire dans les différents aspects de la culture. Donc, la culture, c'est en quoi on investit notre attention, notre soin pour le développer ou au contraire pour l'effacer. Troisième aspect, une fois qu'on a rapidement défini le contexte, que peut être une culture permanente. Donc, si la culture telle qu'elle est abordée historiquement est constamment changeante par les invasions successives, par les altérations internes liées au changement technologique, au changement religieux, au changement narratif, au changement de structure dominante, etc., etc. Quelle peut être la logique d'une culture permanente? Donc là, on va reprendre par exemple un autre outil qui est de replacer un mot ou une idée dans son contexte d'apparition. Permaculture, le mot développé, le mot valise employé par Mollison et Holmgren s'inscrit dans tout le contexte étrangement de ce qu'on pourrait appeler la contre-culture après les années 40-50. Donc si on remet dans un contexte plus large, la notion de culture permanente n'a aucun sens quand il n'y a pas de ressenti d'un inverse, d'une opposition. Les choses existent, donc elles sont hors d'eux, loin d'eux ou à partir de quelque chose, uniquement s'il y a un contraste. Si je dessine en blanc sur un mur blanc, sans aucun contraste d'épaisseur de traits, sans aucune forme de différenciation, il est impossible que quelqu'un perçoive une différence. Pour qu'il y ait perception, il faut qu'il y ait un fond, et que ce fond offre un contraste, une différenciation. Et la différenciation la plus marquée ensuite sera une différenciation binaire d'opposition entre plusieurs choses qui sont différentes, celle qui paraît
le plus opposée sera celle qui fera le plus apparaître son contraire. Donc, culture permanente n'a aucun sens si à un moment il n'y a pas un ressenti ou un vécu de ce que peut être une culture impermanente. Dans quel cas on peut percevoir l'impermanence de la culture? On peut percevoir ça dans une époque où les différenciations culturelles commencent à s'éroder à grande vitesse. Arrivé dans le XXe siècle, il reste des franges, ce qu'on pourrait appeler les vieilles formes du monde. Ce que dans les approches intégrales, on pourrait appeler d'autres structures de conscience, d'autres typologies, d'autres lignes de développement, etc., dans d'autres types de sociétés. Il y a encore une diversité assez importante, qui est l'ombre de ce qu'elle a été, mais dans les rapports de centralisation, distribution et dans le lien qu'il y a entre la centralisation et l'unification, mais aussi l'uniformisation et son opposé entre la distribution et la différenciation, mais aussi du coup la division. On peut voir que les grands mouvements coloniaux ou impérialistes ont une tendance assez marquée à effacer des formes de différence. Au moment où les moyens techniques permettent, notamment aux empires européens, qui sont des empires naissants, qui étaient les backwaters, les lieux les plus, ce qu'on appellerait le trou du cul du monde, si on remonte à l'époque pré-15e, 16e siècle, et si vous considérez les centres de commerce, d'échange ou entre guillemets de civilisation de toute la zone eurasienne connue, en incluant l'Afrique, le cercle de l'Europe occidentale est le plus petit. Les grands centres sont situés dans toute la zone pacifique, avec autour de la Chine, Corée, superficiellement Japon, plusieurs îles comme ça. Ensuite, toute la zone de l'océan Indien, la zone persique, la zone méditerranéenne ensuite, et un dernier, toute la zone de l'Europe occidentale. C'est les plus petits marchés, les plus petites entités politiques par bien des aspects, les entités à beaucoup d'égards les moins puissantes. La découverte, un ensemble de découvertes techniques favorisées par un climat de guerre quasiment constant entre les différentes petites entités et une narration culturelle prosélyte dans le christianisme, mais essentiellement aussi des visées juste commerciales de compétition, poussent au grand voyage, notamment de Colomb, et à la découverte largement accidentelle d'un nouveau monde. La prise de contrôle de ce nouveau monde par Aragon, Castille et compagnie permettent d'accroître considérablement, par parasitisme, la taille du bloc occidental. Les empires européens sont les empires coloniaux européens sont les derniers descendants, mettons, de grandes lignées impérialistes, comme par exemple l'empire mongol, qui reste à cette heure l'empire qui a eu la plus grande extension géographique et qui, sans un accident de l'histoire avec la mort de deux des héritiers désignés de Genghis Khan, aurait mené, théoriquement après la grande bataille qui a vu l'extermination de toute la chevalerie occidentale, ça aurait mené Ogedai et ses troupes
jusqu'en Europe occidentale. Donc la perception qu'on a de l'importance ou l'influence des empires occidentaux est à réintégrer dans un contexte plus large. Par contre, la réalité de ce que les moyens techniques et les manières de penser leur ont permis de faire en termes d'expansion et de stérilisation du monde, d'effacement graduel de sa diversité, ça, c'est à la fois unique et indéniable. Notamment, on parle souvent du christianisme, mais les visées impérialistes sont beaucoup plus portées par des visées mercantiles ou commerciales, ou pour des simples querelles de pouvoir, que par les approches spirituelles ou religieuses, qui sont existantes, mais qui sont un trait parmi beaucoup d'autres. L'humanisme et les premières formes des approches évolutionnaires, avec cette idée de gradation des espèces vers les plus adaptées, Survival of the Fittest de Darwin, interprété de manière plus large dans les sociétés, amène à la fin du 19e à des perceptions du monde comme étant divisées en vieilles sociétés sauvages et nouvelles sociétés plus adaptées, plus puissantes, donc destinées à l'emporter dans la lutte pour la survie. Tout ça, ça offre tout un cadre narratif qui permet l'expansion coloniale globale de l'Europe et ce qui permet la disparition des cultures. Le vécu, même à l'échelle d'une vie de voyageur comme la mienne, où on observe la fin d'un processus, mais on observe à l'échelle individuelle, quelqu'un ayant vécu un siècle sur le XXe siècle a pu partir de l'expérience de tribus encore relativement, alors très sporadiquement, relativement indépendantes et différenciées dans leur mode de vie, leur manière de penser, des grandes narrations modernes de la mercantilisation, du monétarisme, de la colonisation, etc., et les voir graduellement disparaître. Il y a le nombre d'endroits sur Terre qui n'est plus directement influencé par la narration majoritaire est infime. Toute la Terre a été appropriée par des puissances politiques ou financières. Quelques endroits sont maintenus plus ou moins sous forme de réserve, y compris sous forme de réserve culturelle. Ça, ce vécu-là, est un des vécus de ce que peut être l'impermanence de la culture. Déjà, l'impermanence d'une culture individuelle, quand la langue disparaît, quand une personne se retrouve comme Ishi, le récit de Theodora Kruber, la mère d'Ursula Le Guin, et de son mari, qui se retrouve à héberger un Amérindien qui est le dernier de sa tribu et le dernier à parler sa langue. L'expérience de la disparition des cultures individuelles et globalement de la différenciation que la branche naissante de sciences étudiant ces différences entre sociétés dans les narrations, les manières de faire, les rituels. Donc, cette branche qui étudie la culture, qui n'est pas appelée culturologie mais anthropologie ou ethnologie, a vécu la disparition de son objet d'intérêt, la disparition relative, la perte immense de diversité de son objet d'intérêt. De la même manière qu'un entomologiste qui vivrait aussi assez vieux
a vécu la disparition graduelle de la diversité de son sujet d'étude, ou comme le disait Francis Alec, quelqu'un qui étudie la forêt comme lui n'aurait jamais pensé quand il commençait ses études qu'il survivrait individuellement à des forêts qui avaient des millions d'années. Donc, culture permanente, ça prend du sens quand vous observez ça. Un autre aspect assez marqué, culture permanente, si on parle du sens plus général, ça prend également du sens quand vous manifestez la possibilité d'effacer toute culture, toute activité humaine, tout ce que les humains développent sur Terre, à peu près en entier. Donc ça, c'est l'ère nucléaire. Ça, c'est le vécu traumatique qui suit la Deuxième Guerre mondiale. Déjà une belle expérimentation dans la possibilité de nettoyer intégralement des cultures, tziganes, juives, etc. Plusieurs autres cultures coloniales qui sont moins mentionnées. Et ensuite, après Hiroshima et Nagasaki, la manifestation par l'arme nucléaire et l'inévitable prolifération multipolaire de ces armes, de la possibilité d'effacer la vie complexe sur Terre. Une fois que ces données font partie de la vie quotidienne, parce que la suite, les années 50-60, 60-70, etc., ce sont différentes phases de guerre froide ou de réchauffement relatif, mais avec constamment en arrière-fond cette doctrine stratégique, là, MAD, Mutually Assured Destruction. C'est vous assurer la destruction mutuelle du camp opposé si l'autre commence à attaquer. Donc si quelqu'un commence à faire un mouvement en employant l'arme atomique, vous nettoyez le plateau de jeu. Avec tous les pions, c'est-à-dire tous les êtres vivants un peu élaborés, présents sur place. Permaculture, agriculture permanente, je n'ai pas élaboré là-dessus. Donc aguerre, c'est le champ. La culture, dans un de ses aspects, est liée directement aux adaptations au régime alimentaire. Vous trouvez de quels autres vous allez pouvoir employer pour construire l'identité. Quel non-soi on peut prendre pour fabriquer le soi. Et de là, vous trouvez quels modes de vie permettent de maintenir la relation, permettent d'assurer le maintien des proies pour que les prédateurs puissent continuer à exister. La culture dans cette approche-là sera fortement liée à ça. C'est un mode de vie entier qui est tissé de telle manière à permettre à des sociétés souvent, et ça pourrait avoir une culture à des échelles différentes, une culture individuelle, une culture familiale, une culture communautaire ou collective, et monter une culture d'entreprise, jusqu'à des cultures sociétales ou des cultures internationales, des cultures linguistiques, etc. Donc ces différents jeux d'échelle à chaque niveau dans la définition qui était donnée auparavant. Donc c'est plutôt spécialisé sur des échelles collectives à assez petite échelle, et la culture est ce qui va vous permettre de vous alimenter de manière régulière. Vous avez assuré votre source alimentaire. Et vous l'avez assuré en créant une relation, une économie, des normes de la maison, des normes de la maisonnée, des normes, des habitudes, une régulation, une intendance qui permet de maintenir le milieu et de maintenir les ressources qui elles, vous nourrissent. Vous nourrissent en ressources alimentaires, mais aussi en ressources médicinales, en ressources artisanales, etc.
Par suite de l'homogénéisation de l'agriculture après la Seconde Guerre mondiale, tout ce qu'on a appelé la Révolution verte, qui elle aussi, remise dans son contexte, a un sens au moment où elle est développée. En 1948, vous avez encore des rationnements en France. Les infrastructures agricoles ont été largement abîmées, détruites, tant au niveau humain qu'au niveau matériel, par la guerre, dans beaucoup d'endroits du monde. Et donc, une des approches est pour les États-Unis, est de permettre la reconstruction de partenaires commerciaux, éventuellement à un moment, potentiellement pas une orientation vers le fait que ce ne soit pas des partenaires, mais plutôt des sujets, mais qui a été partiellement contré, en partie en tout cas. Et l'idée avec le plan Marshall est de permettre la reconstruction de l'Europe et de plusieurs parties du monde en échange d'accords commerciaux, de contraintes commerciales entre guillemets, qui permettent aux États-Unis de réorienter leur économie de guerre sans s'aborder totalement leur société. Donc il faut toutes les grosses entreprises qui ont commencé à construire des obus, à construire des véhicules de guerre, si du jour au lendemain elles se retrouvent sans objet, évidemment ça va ramener des quantités importantes de population au chômage, vider les apports d'impôts, de revenus. Donc il y a toute cette idée qui est tout à fait entendable, qu'il faut une économie de transition qui permette de repasser à une économie de paix. Et donc à ce moment-là, suite aux découvertes de Liebig des décennies avant, il y a cette idée de réorienter massivement l'agriculture vers une agriculture mécanisée, une agriculture fertilisée chimiquement, donc par la chimie artificielle. Sachant qu'une bonne partie des mêmes composants qui permettent de faire des granulés fertilisants sont déjà des composants qui sont employés pour fabriquer des bombes. Du phosphore, de l'azote, etc. Donc il y a toute une approche qui est lancée à ce moment-là, qui a sa logique interne, qui est les critiques juste la critique hors sol des sujets est assez peu intéressante. Dire qu'il faut toujours concevoir que le monde va toujours être un genre d'immense complexité de co-construction, toujours négociée ou toujours créée par affrontement ou par des dynamiques, et pas une monoculture de pensée ou d'effets. Donc même si nous, on peut voir les effets négatifs majeurs des développements de ce type d'agriculture, à la période où c'est lancé et où les ombres ne sont pas encore apparues, en tout cas pas apparues à grosse échelle pour tout le monde, l'idée est entendable. Et dans les narrations de l'époque, elle est d'autant plus entendable que pratiquement personne n'avait le moindre intérêt pour une personnification de la nature ou des êtres vivants. Là, l'approche de culture permanente, c'est ce qui se produit quand cette nouvelle stratégie de la Révolution verte, sur quelques décennies, donne un épuisement extrêmement rapide des sols. En premier lieu, elle donne un bond de productivité. L'apparence d'un succès total ou d'une découverte radicalement nouvelle. Ce bond de productivité
pousse à l'extension du modèle presque partout, qui amplifie les biais, les dérives et les effets secondaires que le modèle inévitablement a comme n'importe quel autre modèle. Et ça amplifie également les chaînes les effets dominos, les cercles vicieux ou les chaînes de rétroaction positive. En quelques décennies, même pas quelques décennies, en une décennie, l'emploi généralisé notamment des biocides, avec au début le DDT ou des choses comme ça, donne accès à ceux qui étudient ou qui regardent ces milieux à des conclusions sur ce que la poursuite du même cheminement va créer. Et ce que ça va créer, c'est un printemps silencieux. Notamment l'œuvre de Rachel Carson, qui est une alarme sur l'effondrement des chaînes et des réseaux trophiques, donc des chaînes alimentaires liées à l'extermination en masse des insectes, par exemple, et aux effets que ça a ensuite sur les oiseaux et aux effets que ça a rapidement sur tout le milieu. La même constatation est rapidement faite sur la fertilité des sols, sur la diversité des semences, les énormes systèmes de monopole, même si à l'époque, théoriquement, il y a encore des règles assez fortes contre les monopoles, mais les énormes intérêts économiques qui sont créés derrière cette réorientation de l'industrie de guerre dans une guerre contre la nature, une guerre contre la nature, entre guillemets, sauvage, donc non contrôlée, non dominée, non civilisée. Donc, tous ces effets secondaires-là vont mener à la prise de conscience du fait que l'agriculture, ou la culture des ressources alimentaires, dont l'agriculture n'est juste qu'une partie, qui était plus ou moins petite selon les modes de vie et selon les époques, la culture, les milieux qui la permettent, les ressources par lesquelles elle est rendue possible, tout ça peut disparaître. Tout ça peut être impermanent. Ça peut être impermanent parce que la diversité des productions vivrières s'effondre pour être remplacée par 4 ou 5 céréales qui couvrent 70-80% de la production mondiale. La diversité génétique de ces dans les quelques espèces alimentaires qui restent sélectionnées et largement employées, la diversité variétale et la diversité génétique à l'intérieur même d'une variété disparaît, sachant qu'une variété par définition est une boucle génétique. La même chose vaut pour les animaux. La diversité des races, entre guillemets, donc les races c'est le terme technique pour une variété animale, qui elle aussi est une boucle génétique. Mais ces boucles génétiques ou ces formes de sélection pour des milieux ou des usages permettaient, donc elles étaient faites à des échelles locales et permettaient une assez forte cohérence ou congruence des spécificités animales animales ou végétales avec les milieux existants et avec des modes de vie, avec des traditions, etc. La mercantilisation globale de l'agriculture, au fur et à mesure, crée un milieu où les produits alimentaires et les types d'espèces qui sont multipliés le sont pour des bénéfices centralisés de grandes entreprises. Il n'y a plus du tout d'adéquation avec des milieux locaux, et au fur et à mesure, c'est l'inverse.
avec notamment ce qu'on va voir avec la montée des organismes génétiquement modifiés, puis des organismes génétiquement modifiés pour être terminateurs, donc non auto-fertiles, ou qui vont pas redonner de graines, et ensuite des organismes qui sont spécialisés dans la tolérance à un type de biocide. Roundup Ready et compagnie. Toute cette approche-là, ça vous donne un des sens de permaculture qui apparaît uniquement par contraste avec tout un vécu historiquement placé d'une menace globale sur l'existence des humains et leurs activités, et d'une menace globale sur le vivant. Alors initialement, le vivant est principalement le vivant domestiqué, les cultures. Les cultures, les terroirs, les sols, les terres sont perçus comme étant menacés. Ça, c'était le pan permaculture. Le pan intégral. Intégral, si on fait le même trajet. Donc, intégral, c'est un petit peu différent. Quand on emploie le mot de manière générale, on pense à total, à entier. Ça peut évoquer par synonymie des mots global, ou par proximité de racines. On va avoir des notions d'intégralité qui vont être assez proches de notions d'intégrité, etc., etc. Si on remonte à l'origine étymologique, comme on l'a fait pour la permaculture, on arrive encore au latin. On pourrait remonter avant le latin, mais là ça amène aux racines soit indo-européennes, soit germaniques, ou autres, qui sont beaucoup plus incertaines, qui sont beaucoup plus riches dans des strates plus profondes d'analyse. On reparlera dans les approches sur l'intégrale. Donc, les approches intégrales, là vous avez deux domaines. In, c'est le préfixe négatif, et tago, tagere ou tango, tangere, qui signifie toucher. Dans son sens étymologique, ça veut dire quelque chose qui n'est pas touché. Et dans les différentes définitions latines, pas touché, ça peut aussi bien vouloir dire quelque chose qui ne touche pas d'argent, qui n'est pas corrompu, que quelque chose qui n'a pas été cassé, pas été blessé, pas été abîmé, quelque chose qui a maintenu son intégrité. La corruption serait le maintien de... échapper à la corruption, c'est le maintien de l'intégrité morale, entre guillemets. Et là, l'intégrité physique qui peut être apportée par le fait de ne pas avoir été touché, ça peut être quelque chose qui n'a pas été altéré, pas été modifié, dans le sens d'une... Vous pouvez penser à une machine, par exemple, ou à un programme qu'on altérerait. Donc il y a des séries de notions qui peuvent tourner autour. Les usages modernes du mot, ou les usages assez courants du mot, le relie intégral ou intégralité, et des mots comme intégration à soit des champs sociaux, on parle d'intégration pour des populations, pour des personnes. Dans ce champ social, intégration peut être mis en lien ou contrasté avec plusieurs autres mots. Par exemple, inclusion. Dans une approche sociale, vous considérez l'approche sociale d'un point de vue quasiment mathématique. Vous avez un ensemble, et cet ensemble peut exclure ou inclure des éléments. Donc là, l'intégration sera liée au fait d'inclure un nombre important d'éléments. La nuance forte qu'il y a entre l'intégration et l'inclusion, souvent,
se retrouvera dans d'autres domaines, notamment l'application dans le monde social. Quand on parle d'intégration, il y a souvent l'idée de faire fonctionner ensemble. On peut inclure quelque chose sans particulièrement lui laisser de place ou penser à la manière dont il va réussir à être et à fonctionner ou travailler avec les autres. Quand on cherche à intégrer quelque chose, on cherche comment ses propres spécificités vont pouvoir se coordonner avec celles des autres pour permettre un fonctionnement collectif, servir une fonction, servir une finalité ou permettre une existence collective. Intégral, il y a toute cette notion d'entièreté à laquelle ça peut être attaché aussi. Donc là, on parle de l'intégrale des œuvres de quelqu'un et on aura toute cette approche sur le fait de ne rien exclure une fois de plus, mais là même de ne rien censurer, de ne rien sortir, de considérer la totalité, l'ensemble, sans que des préférences ou des types de choix d'édition fassent expurger une partie. Toutes ces notions d'intégrale se relient aussi avec toute la notion d'intégrité. Et là, vous aurez le champ de l'intégrale. Il va y avoir cette notion de réparer éventuellement ou de ramener des morceaux qui ont été enlevés à un ensemble unifié. De réunir, de réunifier ou de reconsolider. Tout ce champ-là va ouvrir sur un champ connexe qui serait tout le champ de la régénération, qui lui aussi va prendre autant de sens, alors déjà va être immédiatement lié avec les approches de permaculture, et va prendre autant de sens dans les domaines agricoles que dans les domaines des pratiques physiques ou autres individuelles, les domaines de la santé, ou dans les domaines écosystémiques. On parle de régénération des sols, on parle de régénération hydrologique ou d'hydrologie régénérative, on parle de régénération des cultures, de régénération à différents domaines. Dans ces approches de régénération, vous aurez tout un pan qui sera la régénération vers les capacités de mise en culture, ce serait la reculturation à un niveau, et d'autres qui seraient la régénération vers la capacité à porter des formes de vie non supervisées par les humains. Et là, on arrive dans tout le domaine de la renaturation ou le réensauvagement. Ces deux domaines-là aussi seront totalement intégraux, impossibles à exclure de toute approche de permaculture. En tout cas, dans son sens premier. Donc l'intégrale, une fois encore, comme un absolu, n'a strictement aucun sens. De la même manière que la culture permanente, comme un absolu, une espèce de culture ou d'agriculture éternelle, avec cette notion que l'éternité est un très vaste espace de temps, techniquement un espace de temps qui s'étend encore et encore, comme la croissance. Ces notions absolutistes n'ont pas de sens applicable. L'intégralité, si quelque chose doit par exemple tout inclure, ça veut dire que l'ensemble que vous considérez fait la taille de l'univers et au-delà de tout ce qui peut être. Techniquement c'est la grande unité, le grand un, c'est le divin, ou l'unité du manifesté, l'infini défini. Donc si une approche quelconque doit tout intégrer, il est évident qu'elle va immédiatement être noyée
et immédiatement devenir indéfini et indéfinissable. Dans quel cas l'idée d'une approche intégrale peut faire sens, par contraste, là encore, c'est si on perçoit que des pans entiers de perspectives, de manières de penser, de considération, d'intérêt, etc. sont ignorés, on va avoir une perception que les choses sont partielles, ou sont divisées, endommagées, et là, un vecteur vers une intégration et une tentative de retrouver une intégralité. Donc c'est en tant que direction, la permaculture, la recherche d'une permanence relative, la recherche d'une culture relative, c'est même pas tellement relatif, c'est une culture en tant que champ de tension, qui ne peut pas être non plus le seul champ de tension. Le champ de tension de la culture, on n'a pas développé largement ici, mais une manière aussi d'intégrer la culture, c'est de considérer les différents antonymes qu'on lui trouve. Et une des oppositions classiques de l'Occident, l'Occident moderne, c'est l'opposition nature-culture, largement débattue dans toutes les approches sur les travaux de Descola, etc. Même si là encore, c'est un contraste qui est créé à partir d'un sens donné à nature et d'un sens donné à culture, ou d'un ensemble de sens. Le sens que j'emploie du mot nature en assez large, qui serait encore une fois son sens étymologique quasiment le plus vaste, qui le relie à son origine dans le latin nasco nascere, naître. Donc la nature, c'est l'ensemble de ce qui est né, l'ensemble de ce qui est en train de naître, et l'ensemble de ce qui pourrait naître. Et derrière, ça pourrait être le processus de naissance. Le processus de naissance impliquant, par analogie pratique, donc si on regarde en pratique, qu'est-ce que ça signifie une naissance, en montant des strates diverses rapidement, la naissance, c'est la rencontre de différentes altérités pour générer du nouveau. Générer une autre altérité qui n'existe pas encore. Donc c'est l'opposé à peu près de cette notion de conservation stricte. Vous avez un système de conservation et vous avez un système de mutation, sachant que le système de mutation est juste une petite partie des mutations, d'altération, de changement, de genèse, de création, qui lui va modifier, créer des nouvelles choses, et un autre qui va les maintenir, garder une mémoire. Si vous faites sauter la mémoire, plus rien n'existe. Si vous faites sauter la création, plus rien ne change. Le fait que plus rien ne change à un moment serait quasiment synonyme du fait que plus rien n'existe. S'il n'y a plus aucune forme de nouveauté qui puisse être perçue, du coup il n'y aurait plus aucune forme de contraste, du coup plus aucune forme de perception. Si vous avez exactement la même perception maintenant et juste après, et juste après, juste après, techniquement vous venez de figer à la fois le temps, l'espace et la totalité de votre existence. Et l'existant tel qu'il est, si on élimine toute notion de contraste et de différenciation, deviendrait l'équivalent de l'écran blanc. Donc, pour Intégral, ce rapport de culture et nature se retrouve aussi dans toute cette notion de réparation. Toute l'approche de santé, toute l'approche de soins, toute l'approche d'attention, tout ce qui est aussi réuni sous les termes de care. Et care en anglais a différents sens qui eux aussi sont séparés. Donc rapprocher des sens complètement différents des mots peut paraître une tâche totalement absurde initialement. Et souvent, si on remonte dans l'usage, les mots portent les mêmes mots
ont soit des racines communes, qui peuvent être liées à des inclusions de sens plus vastes, elles sont intégrées dans un sens plus général qui, lui, ne les a pas encore différenciées, soit elles sont liées juste par les associations accidentelles ou les associations volontaires faites entre les mots, les jeux de mots, les choses comme ça, qui elles aussi ne sont pas du tout des choses à négliger. Mais ça aussi, ça nous amènerait trop loin. Donc, les notions d'intégrale ou d'intégrité. On va chercher à ce que quelque chose ne soit pas touché quand on a la sensation que quelque chose est systématiquement abîmé, altéré, détruit ou divisé. On va chercher à ce que ça ne soit pas touché quand on a la sensation que c'est systématiquement corrompu ou que c'est systématiquement édité pour servir des intérêts partiaux. On va chercher à ce que quelque chose ne soit pas touché quand on a une perception de... Alors là, touché dans le sens de casser en morceaux, quand on a une impression que le monde est le monde où les communautés sont en train d'être fragmentées, que les choses sont systématiquement divisées. Ce qu'appelle actuellement on va appeler polarisé, mais qui est un terme partiellement impropre, puisque la polarisation, c'est une dualité qu'on réunit dans une unité qui l'intègre. Il y a sans doute d'autres aspects, mais qui m'ont échappé. Donc, permaculture intégrale. Le champ de développement des notions, des approches intégrales dans le monde récent, quasiment les seules sources probables auxquelles vous ayez pu avoir accès serait la théorie intégrale de Ken Wilber, qui est c'est un grand terme philosophique, c'est une métathéorie, une théorie de théorie, une échelle de théorie supérieure. Pour simplifier l'approche de Wilber par rapport au contexte dans lequel il se retrouve historiquement, à savoir justement tout le mouvement de la contre-culture, l'arrivée des pratiques orientales spirituelles en Occident, l'arrivée du yoga, l'arrivée de la méditation, tout ce qu'il peut y avoir autour, les mouvements beatniks, les mouvements de remise en question de consumérisme, des choses comme ça, toute une toile interconnectée de champs de vécu et d'investigation. Ça, plus la révolution des psychédéliques par exemple, ça amène une situation où les gens ont en pratique des vécus sur le monde qui sont basés sur des états de conscience différents. C'est-à-dire une personne qui est dans un état de conscience particulier généré par ses pratiques méditatives ou ses pratiques spirituelles perçoit un monde d'une certaine manière. Une personne juste à côté qui vient de prendre ou qui a pris il y a un moment du LSD, qui est dans sa montée, perçoit le même monde, exactement la même scène, de manière très très largement différente. Une autre personne qui, elle, vient de prendre des excitants légaux, le perçoit, elle aussi, d'une manière totalement différente. Une autre qui est juste privée de sommeil, très énervée, va encore percevoir le même monde d'une manière différente. Donc là, il ne s'agit pas encore des narrations du monde, des interprétations qui sont faites de ce qui est perçu, mais directement de ce que
le champ sensoriel et le champ intentionnel et le champ de conscience qui les englobe rendent disponibles comme information. Si des gens n'ont plus de commun dans les perceptions qu'ils ont du monde, toute notion d'objectivité disparaît, et vous arrivez dans un monde atomisé de pure subjectivité. Ce monde atomisé de pure subjectivité, c'est celui, par exemple, qui est mis en avant dans le vécu actuel à partir des narrations du monde, qui est un autre pan du système pratique que Wilber a mis au point. Donc, première approche, on vit dans un monde où des gens commencent à vivre dans des états de conscience différents. Il faut trouver des genres de manières de cartographier des choses qui fassent sens de ces différences. Faire sens, ça veut dire qu'on peut se positionner, s'orienter, ça ne veut pas dire que tout va être mis en une bouillie commune. Là, c'est reconnaître les différences et par contre permettre de les percevoir en faisant sens, donc en trouvant des points de repère, des cadres de référence, en établissant des cadres de référence, etc. Est-ce que les cadres de référence développés par Wilber sont les seuls existants? Pas du tout. Est-ce que ce sont les siens? Non plus. Il n'a jamais clamé avoir inventé ça non plus. Il a repris majoritairement les cadres qui venaient de ces champs d'influence spirituelle dans le bouddhisme. Et ensuite, par recherche, il les a confrontés ou complétés par d'autres champs dans d'autres domaines spirituels ou dans des domaines de recherche scientifique ou psychologique principalement. Donc l'approche de Wilber, considérer les différents états de conscience dont quelqu'un peut être. Ces états de conscience, généralement, c'est les 5 ou 6 employés assez classiquement dans les approches de méditation ou autres. Vous aurez l'état dit grossier, donc la perception objective du monde matériel, qui correspond à la perception du monde éveillé, le monde de la conscience éveillée quotidienne. Éveillé, là, c'est pas du tout dans un sens mystique ou spirituel, juste dans le sens éveil-sommeil. Le deuxième monde, c'est le monde subtil. C'est l'état de conscience subtil qui correspond au monde du sommeil paradoxal et au rêve. Dans le rêve, les formes existent encore, il y a encore des formes de sensorialité, il peut même y avoir il y a la vision, l'audition, il peut y avoir exceptionnellement l'olfaction ou le goût. Il y a le toucher plusieurs fois, même si c'est moins dominant. Enfin, les 3 derniers sens sont moins dominants. Il y a des perceptions de causes et conséquences, mais qui sont beaucoup plus floues, beaucoup moins rigides que celles qui sont accessibles dans le monde matériel éveillé. Par contre, les ressentis sont amplifiés. Les sensations émotionnelles ou les sensations de sens ou de vide de sens cachés sont amplifiés. Et toute cette approche-là, du coup, sera imperceptible de l'extérieur et sera extrêmement dépendante de l'état interne du sujet. Celui qui rêve altère fortement le contenu du rêve par le vécu qu'il a, par son état de santé, etc. De là, tout ça, c'est la perspective principalement subjective. Cette perspective subjective est présente dans le monde éveillé. De la même manière que des pans du monde éveillé, des pans objectifs sont présents. Il y a des traces du monde matériel qu'on retrouve dans le monde matériel sensoriel partagé qu'on retrouve dans le monde du rêve.
y compris des pans entiers de mémoire, par exemple. On peut revivre des morceaux de son quotidien. Donc ces mondes ne sont pas exclusifs, ou ces états de conscience ne sont pas exclusifs, mais se combinent. Ils sont en fait présents à chaque instant dans tous les états. C'est juste la répartition ou la focale n'est pas sur le même stade. Donc le monde du rêve avec le subjectif. Derrière, pour que le monde objectif ou le monde du rêve apparaisse, il faut un champ de contraste. Il faut un fond. Ce fond, qui pour le monde matériel serait ce qu'on appellerait l'espace, ce fond ou ce champ, peut être pensé comme le drap blanc sur lequel tout film va être projeté. Le film est des points de lumière qui rebondissent sur un drap blanc. Le drap blanc ne change pas, ou en réalité il changerait, mais il change très peu à l'échelle. Si vous focalisez sur le drap blanc quand vous êtes dans un cinéma par exemple, et que vous réussissiez à voir l'écran blanc derrière, pour le temps que ça va continuer d'exister, votre perception serait ancrée sur quelque chose qui est inchangeant. Si vous, dans les pratiques de mouvement, les pratiques martiales, vous focalisez sur le vide, vous focalisez sur... Enfin, focaliser n'est pas le terme. Si vous ramenez la conscience et la perception régulièrement sur le vide, vous ramenez la conscience et la perception sur ce qui est tout le temps stable, ce qui est inchangeant. Ça a un effet très fort de calmer la psyché. Accessoirement, ça ouvre aussi les champs des possibles, puisque ce vide est tout le milieu qui peut être modifié, dans lesquels les choses peuvent naître, apparaître, se déplacer. Donc le vide, par définition, sera tout l'espace qui permet les circulations, qui permet les mouvements. Donc, les applications de prendre conscience de ça. Prendre conscience du fond permet de tout ramener à zéro. Prendre conscience du fond autour des formes qui sont projetées permet de percevoir tous les espaces de liberté, tous les espaces de changement, tous les espaces de créativité, de possibilités. Ça aussi, ça a d'autres types d'effets sur la psyché. Donc ça, ce sera l'état qu'on appelle souvent l'état causal. Derrière, il y a un autre état qui serait celui appelé l'état de l'observateur ou l'état du témoin, et qui serait celui de la personne assise dans le cinéma et qui a conscience qu'elle n'est pas dans le film, mais qu'elle est juste en train de regarder quelque chose qui est extérieur à elle. Donc ça, c'est toute la narration de la différenciation, dissociation, distanciation. Puis à un niveau de division. Une histoire commune du bouddhisme, adaptée au monde moderne. Vous êtes au cinéma, vous regardez de manière objective un écran blanc qui est bombardé de patterns de points de lumière. De manière subjective, le rebond de ces points de lumière évoque en vous un souvenir, une similitude de l'empreinte lumineuse qui fait que d'un coup vous vivez dans un monde, une projection d'un monde enregistré, et dans ce monde vous commencez à devenir les personnages, y compris de manière, pas juste de manière subjective, mais aussi de manière objective. Vos productions hormonales changent en fonction de ce que vivent les personnages, vos rythmes cardiaques, respiration changent. À ce moment-là, vous confondez le je et le film.
vous êtes devenu une partie des personnages, votre vécu est devenu ce qui se passe en vous. Imaginons que l'alien vous rattrape et que vous ayez une crise cardiaque. Vous pouvez potentiellement mourir dans cette confusion entre ce que je suis et vis réellement et l'illusion dans laquelle je suis, ou la narration, c'est pas une illusion dans le sens où c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui existe, mais c'est pas ce que je pense que c'est. Au moment où je vis mon cœur battant parce que le monstre est en train de me rattraper, je me raconte que je vis ça, où on piège ma sensorialité pour que je me raconte que je vis ça, et c'est pas ce que je vis matériellement dans l'instant. Donc la première tâche, c'est de se différencier de ce qui se passe sur l'écran, de se distancier, de se rasseoir sur sa chaise, et de se dissocier partiellement, de décorréler mon rythme cardiaque et les productions hormonales, par exemple, de ce qui se passe sur l'écran. Si je fais ça complètement, le film n'a plus aucun intérêt. Et donc, si je me dissocie intégralement du film, me distancie intégralement, là, je suis en train de regarder du coup les points de lumière, taper l'écran, soit je m'intéresse aux points de lumière, soit autrement il faut que je sorte. J'ai plus rien à faire dans la salle. Donc là, une approche n'est pas nécessairement de dissocier tout, mais de dissocier, différencier, distancier la majorité de l'être, des strates de conscience, et d'en garder une qui, elle, reste immergée, reste associée. Donc on laisse une pellicule de conscience regarder le film, mais la majorité de l'être sait qu'il est autre. Au moment où on fait ça, un autre film apparaît, le film de ce qui se passe autour dans la salle. Quand on était totalement absorbé par le film, les bruits, l'inconfort, les odeurs, les sons des ventilateurs, etc. pouvaient n'avoir aucune importance, puisque c'était pas là-dessus, dans cette espèce de toile de culture là, temporaire, c'est pas là-dessus que le champ attentionnel était fixé. Au moment où il se fixe là-dessus, hop, d'un coup, ce qui se passe autour commence à s'imprimer sur nous aussi. Des gens sont en train de manger, de faire du bruit, et ça évoque une mémoire, ça active des parts qui vont générer des sensations d'énervement, de frustration, etc. Et là encore, le film qui se passe autour, alors que activement ces gens ne sont pas en train de nous toucher, ou de nous percer, ou de nous frapper, ou même de nous attaquer délibérément, le champ perçu va se confondre avec des patterns déjà connus, comme c'était le cas pour les perceptions visuelles et sonores. Et hop, on se retrouve immergé dans ce monde où tout ce qui se passe autour altère nos conditions internes. Nos conditions nerveuses, nos conditions endocriniennes, etc. Musculaires. L'idée sera la même. On a commencé à se confondre ce que l'on est et où l'on est, ou ce qui se passe autour. Et le jeu est, encore une fois, cette strate, dissociation, différenciation, éventuellement à la fin, division. Parce que de la même manière, si on se dissocie intégralement de ce qui se passe à l'extérieur, si on retire totalement l'essence, des types de pratiques qui existent pour des finalités spécifiques, mais si on se retire intégralement de la vie dans le monde extérieur, ça n'a strictement plus aucun intérêt. Donc on se divise pour garder encore une part de soi, une strate de conscience-perception qui reste associée à ça, qui reste impliquée là-dedans, même si à l'idéal elle ne se confond pas totalement. Et ainsi de suite. On s'est rassis sur un siège plus loin. Sur ce siège, un nouveau film apparaît, toutes les sensations internes. Là aussi,
on se confond avec, alors qu'il y a des moments où on peut avoir des sensations internes très négatives et il y a des périodes de la vie où on sera au train de rire. Si les deux ne sont pas constamment associés, c'est qu'elles ne sont pas la même chose. D'où l'idée de... Si elles ne sont pas la même chose tout le temps, c'est qu'elles ne sont pas la même chose du tout. Et du coup, on peut les dissocier, distancier, différencier, dissocier, se diviser en gardant une strate immergée là-dedans. Et on continue avec les pensées, et on continue avec la conscience, puis la conscience de la conscience, et ainsi de suite, à l'infini. Le fait de ne jamais trouver un point où un socle final et sûr d'identification soit présent, amène à l'idée du bouddhisme d'Anatman, Anatta, qui n'est pas l'inexistence du soi, c'est l'inexistence d'un soi fixe, non connecté au reste. C'est pas que rien n'existe, c'est que rien n'existe de manière isolable, absolue, qui ne soit pas intégré dans tout le reste, dans tous les champs d'interrelation, de perception, etc. C'est une manière de percevoir le je suis parce que nous sommes dans d'autres cultures, Ubuntu. Donc toute cette approche-là, c'est un des pans. Alors, la suite, c'est au-delà de l'observateur. Vous auriez les états non-duels, par exemple. Là, la perception d'être justement à l'intérieur et de regarder quelque chose à l'extérieur disparaît. La maison, toute la structure de définition et de séparation, de frontières, s'effondre ou se dissout, ou devient cristalline, devient transparente. L'avant de la maison s'effondre et le monde plonge en nous comme nous plongeons dans le monde. L'habitant de la maison se retrouve à la belle étoile graduellement, à mesure que le toit tombe, les murs des côtés tombent, le plancher tombe, le mur arrière tombe, toutes les subdivisions internes s'effondrent. Et là, on se retrouve dans un état où rien n'a changé, mais la perception, c'est la co-occurrence, la coapparition de tout. Et le champ de conscience n'est pas nettement divisé. Il y a toujours des pensées, il y a toujours... Rien n'a changé. Mais le tout n'est pas perçu comme un extérieur perçu par un intérieur, mais comme le spectacle qui se co-manifeste à chaque instant et qui se co-crée de l'ensemble de la conscience. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un exemple de ce qu'on appelle des états non duels. Plus de différenciation du sujet et de l'objet. Donc ça, c'est juste une des catégories des 7 ou 8 employées par Wilber. La deuxième qui vient à l'esprit immédiatement, c'est que tout ce qui est perçu, imaginons qu'on perçoive la même chose, qu'on reçoive les mêmes informations, qu'on nous communique les mêmes informations, nos champs narratifs, nos manières de nous raconter ce qu'on est, ce qu'est le monde, ce que sont les autres, etc., vont changer de manière radicale ce qui sera perçu. Donc ça, c'est ce que Wilber appelle les niveaux. Niveau est une dénomination qui a du sens dans sa catégorisation, mais qui est complexe, parce qu'elle réévoque des approches liées aux narrations coloniales, justement, de qui est le plus haut, qui est le meilleur. Et une des approches de Wilber est effectivement d'intégrer une approche de hiérarchie, sachant que son approche de hiérarchie n'est pas non plus quelque chose de simplifié, c'est-à-dire que la hiérarchie et la différenciation verticale absolue est une absurdité. Son opposé, l'uniformisation complète absolue, est elle aussi une absurdité. Les deux n'ont de sens qu'en tant que perception et contraste, et qu'en tant que tension.
des choses vers lesquelles on tend. Une approche d'égalité absolue en tant que direction, c'est tout ce qui permet le fonctionnement du monde. C'est tout ce qui permet la création de gros différentiels qui s'accroissent, que ce soit en pression, en température, tout ce que vous voulez, et tous les systèmes de nivellement ou de redistribution, de réégalisation, par les vents, par les courants. Tout le jeu des pressions est intégralement basé là-dessus, tout le jeu des rééquilibrages de charges électriques est basé là-dessus. S'il n'y a aucune forme de concentration, il n'y a aucune forme d'existence. Donc, par définition, si vous avez un ensemble de potentialités exactement égales partout, aucune ne va se manifester. Il faut une agrégation de potentialités qui va impliquer un genre d'accaparement. Quand je manifeste quelque chose, pour que j'existe, moi ici, tel quel, dans l'instant, il faut que toutes les autres choses qui pourraient occuper cet espace, qui ne sont pas partie de moi, n'y soient pas. Enfin, qui ne sont pas partie de moi, pas à la même échelle, pas dans les... Donc, que je le veuille ou non, j'exerce une forme d'oppression, une forme d'occupation par mon existence même. Le maintien de ma structure, de ce que Prigogine appellerait ma structure dissipative, l'espèce de vortex qui change tout le temps d'eau et de matière, donc qui change tout le temps aussi d'énergie, mais qui maintient une forme évolutive qui est identifiable. Moi, tel quel, petit vortex ayant grandi, puis ayant vieilli, puis changeant jour après jour, me renouvelant, changeant mes cellules, changeant ma peau, tout ce que... Je peux exister parce que je prends du non-moi, parce que j'identifie à du non-moi, dans mes petites définitions de moi. Je prends de la nourriture, je prends de l'air, je prends de l'énergie, de la lumière, pour recréer du moi. Je prends de l'altérité pour recréer l'identité. Que je mange des légumes, ou que je mange de la viande, ou que je mange des bactéries, ne change pas le processus. Je suis en train de détruire des autres pour construire du moi. Réciproquement, les parts de moi qui meurent en permanence renourrissent des autres. Et dans une société moins psychotique que la nôtre, le tout que j'ai stocké dans mon être, dans mes os, etc., est censé être redonné à l'ensemble. Pas conservé éternellement dans un caisson pour l'éternité. Donc c'est le champ narratif que Wilber emploie et dépend aussi du contexte dans l'expérience de la méditation, des arts martiaux, de n'importe quelle pratique évolutive, d'artisanat, etc. On va percevoir des gens qui sont capables de manifester des degrés de technicité différents de ceux auxquels on a accès à un moment donné. Il y a une forme de hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une meilleure compréhension, meilleure pratique, meilleure capacité. Dans les compétitions d'athlètes, certains vont gagner. Certains vont devancer d'autres. Il n'y a pas égalité, tout le monde n'arrive pas exactement en même temps. Donc les gros problèmes des approches hiérarchiques, c'est qu'elles sont associées à tout un vécu et tout un passif largement traumatique de pays, de classes, de cultures, utilisant notamment soit des vieilles narrations religieuses ou ethniques, soit les narrations scientifiques modernes, mais qui sont aussi des narrations religieuses, des narrations qui relient une narration collective reconnue pour valider certains et invalider d'autres.
les plantes cultivées, les bonnes plantes, sont supérieures dans leur rendement, dans leur truc, aux plantes sauvages, aux plantes adventices qui sont des mauvaises herbes. Les bons élèves qui ont des bons résultats, qui ont un bon comportement, etc., sont supérieurs aux mauvais élèves qui sont exactement l'inverse. Les bons citoyens qui obéissent, qui ne font pas qui sont en accord avec le pouvoir en place, etc., qui votent pour les gens qui le souhaitent, sont à différencier des mauvais citoyens, les toxicomanes, les criminels, etc. Il y a une essentialisation de ce que les choses sont par nature et une classification hiérarchique à partir d'une échelle de valeurs qui se présente comme un absolu, mais qui manifestement ne l'est pas, puisque les échelles de valeurs ont changé dans le temps et changent dans l'espace. Et le fait qu'il y ait une échelle de valeurs dominante à un moment ne veut strictement rien dire sur le fait qu'il y ait... Donc tout ça, ça crée toute l'immense complexité de la perception hiérarchique. Maintenant, ce sur quoi Wilber initialement s'appuyait, outre les expériences pratiques de domaine où la compétence où les attributs sont clairement différents entre différents êtres, et où si on veut apprendre, on essaie de s'inspirer ou d'imiter des gens meilleurs que soi, plutôt que de décider que ce que je suis est absolument parfait. Mon dessin, quel qu'il soit, le bonhomme tétard que je suis capable de manifester, est une œuvre décisive et définitive qui est absolument bonne en soi parce que c'est mon œuvre. Et du coup, je vais strictement rien y changer. Là, il y a encore plein de complexités. C'est-à-dire que la capacité technique et la créativité unique sont dissociées en assez large partie. C'est-à-dire, art, le mot art est employé dans les deux sens de capacité technique et d'accès à la créativité unique d'un autre. Chaque être, à n'importe quel moment, a une créativité unique liée à son expérience unique, sa sensibilité unique, ses capacités uniques, etc. Un être qui vient puiser dans son trésor unique et qui l'exprime fait une forme d'art. Les moyens qu'il a pour manifester sa créativité sont restreints par ses capacités techniques. Et ces capacités techniques, elles, sont des formes de mémoire, sont des formes préétablies. La capacité à percevoir le flux intérieur, à être dans le flux des choses et à laisser s'exprimer quelque chose d'unique venant de soi, c'est la capacité à être dans ce que Bergson appellerait le mouvant. C'est la même chose dans la capacité d'utiliser le trésor unique des choses autour, ou des êtres. Maintenant, les possibilités de mener ça à des endroits prédéterminés, ça, c'est la pensée, c'est des formes de la mémoire. C'est la pensée analytique, c'est la classification, c'est la catégorisation. On peut penser à ça comme à des cartographies. L'accès au mouvement permet de conduire. Donc c'est la capacité à percevoir, la capacité à se connecter au véhicule, à sentir, etc. En zoomant, évidemment, on trouvera aussi des aspects techniques dans le fait de conduire, mais pour l'image, la capacité de l'accès au cours des choses et au mouvement et la capacité de conduire sans aucun bagage technique, c'est conduire sans aucune carte. Vous n'avez aucune idée de comment aller d'où à où, de manière simple ou de manière
de manière à réapprovisionner, quelle que soit l'approche. Donc les besoins de la mémoire permettent de s'intégrer dans des milieux. Et donc là, il est tout à fait vrai, enfin tout à vrai. On trouve des validations assez fortes dans le fait que chaque être a à n'importe quel moment accès à un fond unique qui est indépendant totalement de ses compétences techniques, etc. Et il est tout à fait exact que la capacité d'expression de ce fond sera limitée aux ensembles de cartographie qui ont été enregistrés, donc à des approches techniques. Pour faire quelque chose précisément dans un temps défini ou avec des ressources définies, etc., il faudra avoir accès à ces cartes. Bon, peu importe. Un autre approche sur les hiérarchies. L'approche hiérarchique, c'est que Wilber s'est inspiré de l'approche développementale. Dans de nombreux domaines, notamment d'embryologie ou d'autres stades, on voit des séries d'étapes successives de développement d'un être complet, Des stades comme l'équivalent de stade successoral dans des développements écologiques. Et les approches de Wilber sur les niveaux sont liées à une espèce de conception qu'il y a dans les sociétés, des espèces d'approches comme ça de construction psychologique successive. De la même manière, si vous voulez une approche intégrale, comme pour la permaculture doit intégrer ses propres négations et les critiques qui lui sont adressées, quel que soit le sens de permaculture. Et si on veut tendre vers quelque chose d'intégral, la première chose à faire, c'est d'intégrer ses opposés. Donc, il est essentiel de percevoir toutes les critiques et toute la validité ou la profondeur de certaines critiques articulées contre l'approche intégrale. Le fait que ce soit lié à une culture, lié à une époque, lié majoritairement à une personne ou à un genre, tout ce qu'on peut vouloir du style. Si on fait que ça, si on n'emploie que une logique déconstructiviste, on arrive encore une fois à un univers stérile. On a recréé une monoculture en s'opposant. Mais bon, là aussi, la monoculture, si ça existe dans une diversité, pourquoi pas, ça existe dans la nature localement, mais pas à toutes les échelles. Une monoculture de plantes sera habitée par des polycultures d'insectes, de bactéries, etc. Donc, les niveaux hiérarchiques de Wilber, en gros, ça commence avec archaïque, égotique, centré sur l'ego, centré sur le groupe, donc là ce qu'il appelle égocentrique, ethnocentrique, sociocentrique, centré sur les structures, sur les concepts, etc. Ensuite, ce serait mondocentrique, centré sur le monde, et cosmocentrique avec un K, centré sur le grand tout. Ça, c'est juste une formulation qui n'est d'ailleurs pas la sienne. Il cite ses sources et il cite des tonnes de sources différentes qui confrontent. Lui, ses niveaux sont définis par couleur, avec plus de différenciation, pour éviter justement certains des types d'associations. Et ensuite, les niveaux aussi ne sont pas exclusifs, c'est-à-dire que tous les êtres existent à tous les niveaux, mais c'est juste que le pourcentage de répartition sera différent. Bon, ça va être tout pour cette première partie. Peut-être que je fragmenterai pour faire quelque chose directement. J'envisage de faire un puzzle, de faire des segments beaucoup plus petits qui peuvent être connectés les uns avec les autres,
Mais pour faire le puzzle, il faut déjà avoir un début d'approche d'ensemble. Donc là, l'idée d'une permaculture intégrale, ça va être l'idée de joindre tous les aspects de culture, tous les aspects de nature, donc tous les aspects de reconnexion à la nature, etc. Des Shields. Permaculture, les grands mots pour regrouper et structurer toutes les différentes alternatives, mais aussi toutes les études sur ce que sont les cultures, ce que sont les sociétés, ce que sont les économies, etc. Les différentes formes de culture vont intégrer toutes les strates physiques, énergétiques, émotionnelles, mentales, toutes les échelles. Et l'approche intégrale, justement, est cette tension, cette direction, cette intention d'inclusion et d'intégration, une cartographie suffisamment large, même si à chaque fois l'idée est de pouvoir faire comme du SIG, du système d'information géographique, où on peut zoomer, dézoomer, prendre un morceau, le séparer, prendre une thématique, mettre en calque les autres. Donc c'est de commencer à permettre des cartographies complexes d'approche ou de pratique, pour des raisons que je développerai une prochaine fois.